Et c'est parti! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon top film de l'année 2019. Alors 2019, j'ai vu pas mal de films, je crois qu'en tout j'ai dû en voir entre 50 et 60, pour moi ça fait beaucoup. Et il y a eu de belles choses en 2019. Il y a vraiment eu des grands films. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Numéro 10, Godzilla, roi des monstres. Je suis aussi surpris que vous. Je ne vous mens pas. Je suis aussi surpris. Le premier Godzilla, il était vraiment chiant à mourir. Kong Skull Island, c'était une purge. Godzilla roi des monstres, il déchire. Tu comprends pas. Mais tant mieux, hein. Godzilla roi des monstres ou Godzilla 2 nous raconte la suite du premier film dans lequel nous voyons Godzilla faire face à de nouveaux monstres et une famille qui est un petit peu au milieu de tout ça. Bon, c'est raconté en vite fait, hein. Mais en vrai, le scénario, bien qu'il soit intéressant, il est pas si ouf que ça non plus, hein. C'est principalement un prétexte pour voir des monstres se foutre sur la gueule. Mais moi, quand je vais voir un film Godzilla, j'y vais pour ça. Faut que le scénar se tienne, évidemment. Mais le scénar se tient. Il est pas ouf, mais il se tient. Je prends toujours Gravity en exemple. Gravity, le scénar, il est pas ouf, hein, il est simple. Mais il se tient. Bref. Du coup, dans Godzilla Gods of Monsters, nous avons des combats de kaiju vraiment incroyables, très violents, dans lequel la couleur a une teinte très vive et a une importance quasiment capitale. Le bleu, c'est pour les gentils, le orange, c'est pour les méchants. C'est peut-être con comme principe de mise en scène, mais au moins ça fait de belles images. Et on a quand même les humains du film qui se retrouvent dans des situations où ils sont à deux doigts de crever. Ce qui rajoute des enjeux, ce qui rajoute du suspense. Quant à la gamine là de la série Netflix que j'ai pas vue, Stranger Things. Quant à la gamine de Stranger Things qui se retrouve au pied des monstres qui sont en train de se foutre sur la gueule, ouais, t'as peur pour elle. Et le monstre qui est le méchant du film, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Mothra, mais peut-être que je dis des bêtises. En tout cas, le monstre dans ce film, c'est un monstre à 3 têtes, qui vole, et qui est super dangereux, super perfide. Il te sort des éclairs de sa bouche. Enfin, Godzilla, il prend cher face à ce monstre, hein. Et il gagne de peu. Enfin voilà, Gods of Monsters, j'ai trouvé qu'au niveau de la mise en scène, il y avait des choses très intéressantes, visuellement c'est ouf, on en prend plein les mirettes, c'est filmé en grand angle, du coup on apprécie vraiment les images qu'on regarde et il y a énormément de tableaux de ce film qui feraient de magnifiques fonds d'écran. On est devant un niveau de destruction digne de Roland Emmerich, et ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime Roland Emmerich. Donc ouais, Gods of Monsters, même si vous n'avez pas aimé le premier, regardez celui-là. Je vous garantis que vous allez kiffer. Numéro 9, Dumbo. Ah, Tim Burton is back. Tim Burton is back. Ça faisait un moment que j'avais pas aimé un Burton. J'avais bien aimé Frankenweenie. Il était pas mal, je crois que c'est le dernier que j'ai aimé. Et mine de rien, Frankenweenie, c'est 2013 ou 2014, hein. C'est pas si jeune. Ce que j'ai apprécié avec Dumbo, c'est que Tim Burton a fait son propre film en réalité. Il a synthétisé toute l'histoire de Dumbo dans les 40-45 premières minutes, il raconte toute l'histoire de Dumbo, et ensuite il te fait un autre film qui n'a rien à voir, dans lequel il dénonce le capitalisme. Ou comment Disney fait une satire de lui-même, parce que dans Dumbo, le parc dans lequel il se retrouve, c'est Disneyland. Michael Keaton, c'est Walt Disney. Donc Disney s'auto-clash. Bah ouais, moi je valide les gars, moi je valide à fond. On a des visuels qui sont quand même très intéressants, bon c'est pas non plus un film de ouf, visuellement c'est pas le Roi Lion, même si le Roi Lion il est pas terrible, mais les visuels sont très forts. Là Dumbo, voilà on n'est pas au même niveau, hein. Ça reste un Burton, et Burton il aime bien resserrer ses intrigues dans des petits endroits, hein. Regardez les films de Burton, ça se passe que dans 3 ou 4 endroits différents maximum. Par contre le rôle de Colin Farrell, j'ai pas compris. Il est un petit peu inutile à l'histoire, il apporte vraiment pas grand chose. Pour le coup, Eva Green, elle est importante, mais Colin Farrell, pas vraiment. À part ça, Dumbo est très réussi, on a des éléphants qui sont faits en effets spéciaux, qui sont bluffants de réalisme. On a quand même les tableaux du premier dessin animé qui reviennent d'une manière ou d'une autre, et parfois très subtilement. Donc oui, Dumbo est réussi. Numéro 8, Grâce à Dieu. Je suis allé voir Grâce à Dieu, je sais pas pourquoi. Honnêtement, le cinéma français d'auteur, c'est pas vraiment mon truc. Mais Grâce à Dieu, va savoir pourquoi, j'étais à fond dedans.
Ce film nous raconte l'histoire du personnage interprété par Denis Ménochet qui a subi des viols quand il était jeune par un prêtre lorsqu'il était enfant de cœur et qui du coup, adulte, va faire éclater l'histoire au grand jour et il est rejoint par plusieurs autres anciens enfants de cœur qui ont été violés aussi dans leur enfance et qui vont un petit peu s'unir et former un groupe pour demander justice. Et je crois que c'est tiré d'une histoire vraie. Je suis pas sûr, il faudrait que je me renseigne, mais je crois. Et bah grâce à Dieu, c'est un film très posé, très lent, je crois qu'il est même long, je crois qu'il fait même 2 heures, voire 2h20. On est très proche des personnages, l'écriture qui est très touchante arrive à nous mettre en empathie avec eux, et même si pour certains on les connaît peu, voire pas du tout, on arrive à croire en leurs personnages et ils arrivent à nous toucher. C'est quand même très très fort au niveau de l'écriture qu'un personnage qui peut arriver pendant 5 minutes arrive à te toucher à fond. On a des mouvements de caméra intéressants, même si c'est pas un film qui brille par sa mise en scène, c'est surtout un film qui va briller au niveau de ses dialogues. C'est vraiment un film sur le post-traumatisme et comment est-ce que tu peux essayer de régler ton traumatisme. Comment est-ce que tu peux te sortir de ça? Et bah sortir de ça, ça commence par demander justice. Et c'est ce que font les personnages, et ils sont très touchants. Et pourtant, ouais, je le répète, mais c'est vraiment pas le genre de film que je vais voir à la base. Mais c'était génial. Numéro 7, Le Chant du Loup. Ah, je me rappelle pourquoi j'étais allé voir Grâce à Dieu. C'est parce que la séance du Chant du Loup n'était que tard. Et que du coup, je voulais pas aller au cinéma trop tard, et que je voulais me faire un film avant, et que le seul film dispo, c'était Grâce à Dieu. Voilà, ça me revient. Du coup, parlons du Chant du Loup. Le Chant du Loup est un film de sous-marin français dans lequel nous allons suivre 4 personnages principaux, donc François Civil, Mathieu Kassovitz, Omar Sy et Reda Kateb. Et le suspense qu'il y a dans ce film est malade. Pourtant, il n'y a pas énormément de scènes d'action, je crois que dans ce film, il y a 2 confrontations réellement contre des sous-marins, au début et à la fin, mais chaque confrontation est incroyable, et chaque enjeu fonctionne vraiment. Les personnages sont très bien campés, Omar Sy, je ne l'imaginais pas du tout en militaire, et il rehausse encore le niveau, et il nous montre encore une fois que c'est un grand acteur qui risque de compter pour les prochaines années à venir. Dans 30 ans, Omar Sy, il est encore là, garanti. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans Le Chant du Loup, c'est l'ambiance sonore du film. Les sous-marins, ça fait un bruit particulier, donc on va avoir un montage qui est tourné dans ce sens, avec des sons très lourds, avec des sons plus aigus, avec des sons de choses qui se tordent. On a les personnages aussi qui parlent pas fort, parce que dans un sous-marin, on est proches les uns des autres. Parfois, le cockpit peut être bondé de monde, du coup, on est en train de chuchoter entre nous, et on n'a pas envie forcément que l'ennemi entende notre voix, parce que, ouais, ils peuvent l'entendre. Et j'ai surkiffé ce film. En plus, j'ai un pote qui a travaillé sur ce film, il a travaillé à la déco. Big up Meto. Et ouais, Le Chant du Loup est réussi. Le Chant du Loup est très réussi. Numéro 6, Banlieusards. Alors je sais que celui-là il fait pas l'unanimité, et je comprends pas trop pourquoi. Banlieusards nous raconte l'histoire de 3 frères vivant dans une cité dans le Val-de-Marne, un plus jeune qui a des problèmes au collège et qui est attiré par le deal, l'un un peu plus âgé qui est en école de droit et qui prépare sa soutenance, et le troisième, le plus grand, interprété par Kerry James, qui est un voyou pur et dur et qui a des problèmes de business. Et moi j'ai été à fond dans le film. Alors effectivement, visuellement c'est pas forcément ouf. On n'a pas vraiment de plans qui vont te marquer, à part un seul sur un coucher de soleil quand on est sur le toit d'un immeuble. Mais sinon, c'est pas du tout un film qui brille par sa mise en scène. Selon moi, c'est un film qui brille par son écriture, par son jeu d'acteur, et surtout par la vision qu'il donne de la banlieue. Kerry James, on sait que ça fait bien 7 ou 8 ans qu'il est en train d'écrire son film, donc il a eu le temps de le peaufiner. Et ce que je peux dire, c'est que l'écriture de Banlieusards est faite pour qu'on ait la sensation vraiment d'avoir devant nous des personnages humains, réels, avec de vrais sentiments. En fait, moi j'ai vu un drame familial dans Banlieusards. Moi j'ai pas vraiment vu un film sur la banlieue, j'ai vu un drame familial du style Six Feet Under, où 3 frères n'arrivent pas à s'entendre, que la mère va très mal, qu'ils ont des soucis et que chacun essaye de réussir un petit peu son arc narratif, tout en essayant de se faire aimer et d'aimer les autres. Et ça c'est très compliqué pour la plupart des personnages, parce qu'ils sont très différents et qu'en réalité, on est devant une famille qui n'arrive plus à s'aimer. Et des films sur la banlieue aussi touchants et aussi tournés vers l'intimité et les sentiments des personnes, j'en ai jamais vu.
À chaque fois qu'on regarde un film sur la banlieue, c'est toujours quelque chose qui va essayer de nous mettre la violence en avant et la dureté de la banlieue. Alors que Kerry James, même s'il occulte pas la dureté, il a décidé de nous montrer la tendresse. Et ça, c'est fort. Et ça fonctionne. Alors moi, je valide. Numéro 5, Parasite. Pour une fois que j'aime une palme d'or, bravo. Parasite nous raconte l'histoire d'une famille de riches et d'une famille de pauvres. Les pauvres vont essayer de s'infiltrer dans la famille de riches afin de profiter un petit peu de leur maison. Donc ils arrivent à se faire embaucher un petit peu n'importe comment. Et au final, ils essayent de prendre possession des lieux. C'est génial! C'est génial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial! C'est super bien écrit, c'est super bien joué, la mise en scène est passionnante. Alors oui, il y a un petit peu de clichés, effectivement. Ils partent en vacances et forcément, quand les pauvres squattent, ils vont rentrer plus tôt. Ça s'écrit tout seul, les gars. Évidemment qu'ils vont rentrer plus tôt. Mais ça reste un film diablement efficace. Bong Joon-ho, j'ai pas vu beaucoup de films de ce réalisateur, et je vous avoue que Parasite m'a donné envie d'en voir davantage. Je crois que j'avais vu uniquement Memories of Murder et Snowpiercer de ce réal. J'ai pas vu Okja parce que l'histoire du petit hippopotame, ça m'intéresse pas, j'ai déjà vu Sauver Willy, mais je crois que je vais me le rattraper. Ah oui, j'avais vu Host aussi. Il était bien celui-là. Parasite est un film particulier parce qu'il va mélanger plusieurs genres. Au début, on se trouve un petit peu dans le drama, ensuite on va bifurquer vers la comédie, on va continuer vers le thriller et on va terminer quasiment en film d'horreur. Et ça se tient. C'est ça qui est le mieux. C'est qu'on arrive à te mélanger 4 genres différents dans un long métrage et que le tout soit cohérent, que le tout soit passionnant et que le tout passe comme une lettre à la poste. C'est incroyable. C'est vraiment réussi. Je m'attendais à être déçu. J'y suis allé avec un pote, je lui disais, j'ai pas vraiment envie de le voir, tous les avis sont dithyrambiques. Moi, à chaque fois qu'un film a la Palme d'Or, je l'aime pas. C'est statistique, les gars. C'est pas ma faute. Mais là, ouais. Là, ouais, je valide. Et je valide fort en plus. Donc, regardez-le. Numéro 4, Rocketman. Je m'attendais tellement pas à ça. Je m'attendais tellement pas à ça. Oh la vache. Bohemian Rhapsody l'année dernière, il m'avait tellement refroidi de voir ce film. Taron Egerton, je crois que c'est Taron Egerton. Je confonds le mec de Kingsman et le mec de Warrior, c'est pas les mêmes acteurs, mais ils s'appellent tous les deux Egerton ou... Bref, le mec de Kingsman, je trouvais qu'il ne collait pas vraiment au rôle de Elton John. Je le trouvais beaucoup trop jeune, beaucoup trop beau, il a pas le nez un petit peu, la forme arrondie de Elton John, quoi, il lui ressemble pas vraiment. Et puis je dois aussi ajouter qu'en vrai, Elton John, moi c'est un artiste dont je m'en bats les roustons. Vraiment, j'aime pas Elton John. Je connais quelques-unes de ses chansons, je trouve que c'est un grand artiste, y a pas de souci, mais c'est pas mon délire, donc regarder un film sur sa vie... J'étais pas chaud. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur! Rocketman rentre dans les meilleures comédies musicales des dernières années. Parce que Rocketman est une comédie musicale, c'est-à-dire que les personnages, quand ils chantent, ils sont pas forcément en concert. Ils peuvent être au resto et d'un seul coup monter sur les tables et dire « Ouais, on kiffe la vie ». Et je valide. Du coup, dans Rocketman, nous allons suivre les débuts de la carrière de Elton John. Je crois que ça s'arrête à peu près au niveau des années 90. Du coup, c'est un film qui ne va pas couvrir toute sa carrière, mais qui va surtout couvrir sa période de toxicomane. Du coup, on est dans un film qui est vraiment triste, qui te raconte les épisodes de la vie d'Elton John qui ne sont pas du tout joyeux, et dans lequel on voit que pendant toutes ces années, quand il était sur scène et quand il était sur les plateaux télé, il faisait semblant d'être heureux, alors que le gars, il était carrément dépressif, quoi. Et la mise en scène de ce film est incroyable. Les numéros musicaux ne se situent pas, comme on pourrait s'y attendre dans ce genre de film, pendant les concerts. Pendant les concerts, on va avoir de la musique, etc. Mais on va plutôt jouer sur des artifices de mise en scène pour te faire comprendre qu'il a fait beaucoup de concerts. Par exemple, il y a un moment où il est sur un piano et la caméra tourne autour du piano, et à chaque fois que la caméra passe dans son dos, il a changé de costume et on a changé de lieu et il est toujours en concert, et t'as du coup la sensation que tout se répète et tout s'accélère, et que pour lui, ces concerts-là, au final, il les enchaîne un petit peu comme si c'était qu'un seul concert, parce qu'il a l'esprit ailleurs. Du coup, l'acteur qui interprète Elton John est très correct. Il a chanté lui-même en plus, il a pas fait de playback comme dans Bohemian Rhapsody, il a vraiment chanté lui-même, il tenait à faire ça.
en danse, il déchire. La mise en scène est incroyable, les numéros musicaux ont un cachet remarquable, ils sont très très beaux. Au début du film par exemple, quand Elton John chante et qu'il est gamin, on a tout qui se trouve en noir et blanc et lui qui est en couleur au milieu de ce noir et blanc. Ça le fait de bout en bout. Vraiment. Regardez Rocketman. Il déchire. Numéro 3, le gangster, le flic et l'assassin. Ah, celui-là, si j'étais pas tombé sur sa bande-annonce, je l'aurais jamais vu de ma vie. Vraiment, c'est un film dont tellement personne n'a parlé, que quasiment personne n'a vu. Enfin, j'ai pas vérifié les entrées, mais en tout cas, autour de moi, personne n'en a parlé. Et quand on cherche des critiques sur YouTube, bah on se rend compte qu'il y a que Valentin, des critiques du cinéphile, qui l'a fait. Alors que ce film fonctionne de bout en bout. C'est une bastos. Le gangster, le flic et l'assassin nous racontent du coup l'histoire d'un flic et d'un gangster qui décident de faire alliance et de s'entraider pour choper un assassin qui les a tous les deux attaqués. Et du coup, on est sur un thriller policier avec un petit peu d'action, avec du sang, un film sud-coréen. Je suis même pas sûr que ce soit sud-coréen. Attends, je vérifie. Ouais, si, c'est bien coréen. On est devant un film avec une esthétique très très jolie, des lumières qui sont très vives, qui vont mettre en avant le côté un petit peu surréaliste de ce film. Il est pas fantastique, il n'y a pas d'éléments fantastiques, mais il est filmé un petit peu comme un film surréaliste, comme une histoire un petit peu incroyable qui va arriver à ces personnages qui vivent un petit peu dans une bulle. Voilà, quand on regarde le film, on sent que le tout est un petit peu déconnecté de la réalité. Il y a les flics, il y a les voyous, mais on sent pas du tout le reste. Le gangster, le flic et l'assassin nous racontent principalement une enquête. Voilà, c'est les deux personnages qui vont enquêter, qui vont s'entraider, et chacun va utiliser les ressources de l'autre. C'est-à-dire qu'au début, ils sont pas vraiment contents de devoir travailler ensemble, mais au final, le gangster, quand il a besoin de flics, il est bien content d'en avoir, et le flic, il est bien content d'avoir des gangsters quand il veut aller buter des gars. Enfin voilà, c'est un film qui marche vraiment bien, qui fonctionne, il y a de l'action, il y a du suspense, c'est pas long en plus, je crois que ça dure 1h40 ou 1h50. Franchement, regardez-le, c'est une bastos atomique. Vraiment. Numéro 2, Les Misérables. Bon, Les Misérables, je vais essayer de faire court étant donné que j'ai déjà fait une critique sur la chaîne, mais je tiens quand même à rappeler que Les Misérables est pour moi du même level que La Haine. Et ça, c'est beau. Ce film nous raconte l'histoire d'un policier qui vit son premier jour à la BAC de Montfermeil, lui il vient de province, et du coup il rencontre ses nouveaux collègues et les habitants de la cité pendant cette première journée qui ne sera pas de tout repos. Et le film est d'une violence, d'une brutalité, il y a un propos social très fort, et je tiens quand même à rappeler que c'est le seul film de l'année 2019 devant lequel j'ai pleuré. Alors que je suis quelqu'un qui ne pleure pas habituellement devant les films, j'ai pleuré devant très peu de films dans ma vie, et devant Les Misérables, en fait, à la fin, il y a une fin ouverte, où chacun peut se faire sa sauce, et en fait, la sauce que moi je me suis faite, elle m'a bouleversé. Je vais faire une petite partie spoiler, pour parler rapidement de la fin des Misérables, parce que bon, il faut bien que je complète un petit peu ma critique. Du coup, allez à ce timecode, je vous laisse quelques secondes. Voilà. Allez au timecode, si vous n'avez pas vu Les Misérables. À la fin du film, nous avons donc le personnage du jeune garçon, je sais plus comment il s'appelle, qui a été quand même maltraité par les équipes de la BAC. La nuit passe et le lendemain, du coup, la BAC se fait piéger dans un immeuble où ils se font attaquer du coup avec des cailloux, avec des caddies remplis de bordel, et à la fin ça finit avec le gamin qui tient un cocktail Molotov et qui est prêt à le jeter sur la police. Et le film se termine. Mon interprétation, c'est que le gamin a plongé du côté obscur et que sa vie entière est brisée à cause de la BAC. Et qu'en fait, le gamin a la haine dorénavant. C'est pour ça que je disais que Les Misérables, pour moi, ça peut s'appeler la haine 2. C'est parce qu'à la fin, le gamin, selon moi, selon mon interprétation, il a complètement sombré, il est irrécupérable. Il est vraiment dans le côté obscur, je sais pas d'autres mots que ça. Et je pense qu'à la fin, il jette ce cocktail Molotov et tue les policiers. Et du coup, cette interprétation m'a fait chialer. Direct. Et j'étais pas le seul, dans la salle, on était 2 ou 3 à chialer. Et ouais, cette interprétation. Surtout que moi, je suis éducateur, je travaille avec des adolescents en ce moment. Donc oui, des adolescents qui sombrent, j'en ai.
J'en ai rencontré des adolescents qui ont complètement sombré et tu peux rien faire pour eux et malheureusement c'est compliqué. Enfin, je dis pas que rien ne peut être fait pour eux, mais je dis que toi, en tout cas, tu peux rien faire. Et ça rend très triste et du coup, moi, ça m'a renvoyé ça m'a rappelé un peu mon métier et tout, donc ouais, ça m'a fait chialer quoi. En tout cas, Les Misérables est très bien réalisé, Les Misérables est très bien écrit, Les Misérables est d'un réalisme incroyable, ce n'est pas un film anti-flic, si vous vous attendez à voir un film anti-flic, passez votre chemin, parce que au contraire, Lajli a tout fait pour que on puisse comprendre ces personnages. Et effectivement, on les comprend. Il y en a certains, c'est des fils de pute, mais tu les comprends. Donc voilà, Les Misérables a eu le prix du jury à Cannes, et franchement, c'est mérité. J'espère que ce film ira loin, j'espère que ce film inspirera le cinéma français à faire plus de longs métrages sur la banlieue. Voilà, c'est un grand film, je pense qu'il restera. Et passons tout de suite à mon film préféré de 2019. Ceux qui me connaissent, je suis sûr qu'ils l'ont déjà deviné. Numéro 1, John Wick 3, Parabellum. Bah oui les gars, bah oui évidemment, j'ai fait une rétrospective John Wick cette année. C'est dire à quel point j'aime cette saga et c'est dire à quel point j'aime le 3e épisode. John Wick 3 est pour moi le meilleur des 3 films. John Wick Parabellum prend donc directement place après le 2, où John Wick est attaqué de toutes parts et il essaye de survivre un petit peu comme il peut. Du coup, il va essayer de retrouver d'anciens alliés, d'anciens collègues, afin d'essayer de survivre et de se défendre dans ce merdier. Et waouh, je n'ai jamais vu dans toute ma vie des scènes d'action comme ça. Alors ouais, il y a des puristes, ils vont me sortir le cinéma hongkongais de je sais pas quoi. Les gars, j'ai pas regardé ce cinéma-là, c'est pas mes références, alors tu peux me dire que c'est la même chose que John Wick. Moi, je tape sur YouTube, je suis désolé, je vois pas du John Wick. Parce que John Wick, mon gars, c'est physique. John Wick, mon gars, il fait des galipettes, il fait des trucs où il monte sur les gens. John Wick, c'est filmé en plan séquence. Non. Je veux bien que John Woo ait fait des bons films. Mais au bout d'un moment, les gars, je suis désolé. John Wick... c'est du jamais vu. Il n'y a pas mieux aujourd'hui en termes d'action. Ne me sortez pas Star Wars et Avengers, hein. Je suis pas en train de parler de ça. Je parle de films d'action. Je te parle de Hobbs & Shaw et de Tomb Raider, là. John Wick, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et John Wick 3 relève le niveau. Dans John Wick Parabellum, on a quand même un mec qui se fait buter à coups de livre, on a un mec qui se fait buter à coups de cheval, on a des mecs qui sont en moto avec des katanas qui poursuivent le héros et lui il arrive à les faire voler un petit peu partout. Ce film est incroyable, l'histoire se tient, les personnages sont bien campés, à la fin on a un petit twist qui t'amène le 4e épisode. John Wick Parabellum... c'est ma plus grosse claque de cette année. C'était pour moi incroyable. Je vous invite à voir ma vidéo rétrospective que j'ai fait sur les 3 premiers John Wick, parce que oui, il y aura le 4, d'autant plus qu'elle fait pas beaucoup de vues, donc ce serait sympa. Je sais pas quoi vous dire sur John Wick Parabellum, à part que c'était une claque incroyable, que je suis allé voir 3 fois en salle. Si vous avez peur du sang, si vous aimez pas trop les films violents, évitez quand même. Et si vous connaissez pas John Wick, eh ben regardez John Wick et commencez par le premier. Parce que cette trilogie, c'est vraiment une bastos. Une bastos, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes de cinéma d'action. On a des couleurs incroyables, on a des éléments de mise en scène qui sont complètement fous, on arrive à suivre l'action de manière très limpide, ça passe tout seul, alors que pourtant des fois on a des scènes où on est dans la pénombre avec de la fumée, avec des néons verts, parfois des stroboscopes et on arrive quand même à suivre l'action. Keanu Reeves s'est surpassé avec ce personnage, avec ce rôle. C'est pour moi le meilleur film de l'année 2019. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder mon flop film et mon top série qui doivent peut-être s'afficher quelque part ou sinon en description, n'hésite pas à aller regarder ça. Et puis voilà, moi je te laisse et je te dis prends soin de toi, à très bientôt, salut!